Bonsoir à toutes et à tous. Alors voilà, ce soir c'est le dernier volet, le troisième et dernier épisode de cette petite série sur la fausse monnaie. Alors bon, est-ce que vraiment on peut dire que l'émission de monnaie, de crédit ex nihilo, à partir de rien, à titre payant, sous forme d'intérêt, est-ce que cette émission monétaire-là parle l'ensemble du secteur bancaire mondial, dans le monde entier? Est-ce qu'on peut assimiler ça à de la fausse monnaie? Alors on a vu dans les épisodes précédents que il y a quand même un certain nombre de conséquences qui se vérifient et qui font que, voilà, on voit un secteur, le secteur d'émission, de cette émission de crédit et de monnaie, qui grossit, qui achète tout, qui spécule, qui ne travaille pas ou qui ne produit rien et qui produit des unités monétaires à coût nul et qui quand même continue à s'enrichir. Donc on constate un peu quand même que si l'hypothèse était vraie, on aurait les résultats qu'on constate dans la réalité. Donc ça aurait tendance plutôt à confirmer l'hypothèse. Alors maintenant, si on va plus loin, et si on se dit, qu'est-ce qui se passerait si la puissance d'un faux monnayeur privilégié devenait tellement énorme, tellement colossale, si cette puissance grossissait au point de pouvoir s'enrichir aux dépens de l'ensemble de la planète? Qu'est-ce qui se passerait? On aurait très certainement, un petit peu comme à l'époque de l'Empire romain, où les Romains, c'était eux qui frappaient monnaie, c'était eux donc qui finançaient avec cette monnaie-là les armées d'occupation qui agrandissaient l'Empire aux frontières de l'Empire, aux frontières du monde connu, parce que le monde connu à l'époque, c'était le bassin méditerranéen, et donc à l'échelle de l'époque, l'Empire romain contrôler l'ensemble du monde connu, jusqu'aux frontières du monde connu. Et donc, si ce phénomène-là se reproduit actuellement, on devrait avoir les mêmes conséquences, c'est-à-dire un maître monétaire, un empire monétaire, qui s'étend, qui achète, qui crée des entreprises, qui crée des bases militaires dans l'ensemble du monde connu. Ah oui, parce que bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'en ce moment, il y a des tensions extrêmes au niveau de la géopolitique, c'est-à-dire de la politique du monde? Géo, c'est la Terre, c'est au niveau de la politique mondiale, il y a des tensions énormes qui la faille entre les deux plaques tectoniques, c'est au niveau, à la limite, entre l'Europe et l'Asie, c'est-à-dire au niveau de la Turquie, de l'Ukraine, de la Crimée, voilà, c'est la ligne de faille. Et donc les plaques tectoniques s'affrontent à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce qu'on a d'une part une puissance mondiale qui repose sur quoi ? Écoutez, moi je suis monomaniaque de la monnaie, donc je vais pas vous dire le contraire. La puissance du bloc occidental, elle repose sur la maîtrise de la fabrication de la monnaie dollar, qui permet au secteur bancaire qui fabrique cette monnaie-là d'acheter tout ce qui existe, de s'étendre dans l'ensemble du monde connu. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a des McDo dans le monde entier ? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a des entreprises américaines dans le monde entier ? Pourquoi est-ce que vous croyez que le cinéma américain, que les séries américaines sont vendues dans le monde entier ? La source de cette créativité-là, la source de la possibilité de créer tout ça, c'est parce qu'il y a du crédit d'abord. Croyez-vous que McDonald's pourrait acheter les meilleurs emplacements du monde s'il n'y avait pas les banques américaines derrière pour créer du dollar, pour financer la construction de tout ça? Ça serait évidemment impossible. Donc, on a un centre de pouvoir monétaire qui est en train de dominer l'ensemble du monde connu. Bon, alors évidemment, la difficulté, c'est d'obliger l'ensemble du monde connu à utiliser aussi cette monnaie-là. Alors évidemment, il y a eu les 2 premières guerres mondiales qui ont fait, on va pas refaire toute l'histoire, Bretton Woods, les talons or, etc. Mais bon, il y a eu déjà une domination monétaire qui s'est mise en place pendant les 2 guerres mondiales, surtout à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au profit
des vainqueurs. Pourquoi les vainqueurs ? Parce que les vainqueurs avaient le crédit infini de la création de l'ensemble de l'armement et de l'ensemble de l'armée qui a dominé tout le monde. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, ça a continué tout simplement. Alors, il y a un truc qui a été absolument génial pour obliger tout le monde à utiliser des dollars, c'est tout simplement de faire ce fameux accord avec les Saoudiens, le plus gros producteur de pétrole à l'époque, il y a quelques dizaines d'années, pour que les Saoudiens, l'Arabie Saoudite, n'acceptent de vendre son pétrole qu'en dollars, que dans la monnaie américaine. Pourquoi pas avec la monnaie arabe ? Pourquoi pas ? Je sais pas, parce que personne n'en avait. Et donc évidemment que le dollar, déjà tout le monde était un peu obligé de les utiliser pour les transactions internationales. Donc, à partir du moment où l'outil de comptabilité des échanges de l'énergie principale, c'est-à-dire du pétrole, a été obligatoirement la monnaie américaine, évidemment, là c'est devenu un jeu sur du velours. C'est tellement génial de pouvoir acheter tout ce dont on a besoin pour faire tourner ses automobiles, son industrie, pour nourrir tout le monde, pour fabriquer tous les produits qu'on veut à base de l'outil essentiel de la fabrication de tout ça qui est le pétrole. C'est trop génial de pouvoir acquérir tout ça simplement en fabriquant des chiffres à coup nul. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Donc évidemment, pourquoi on irait se fatiguer à produire soi-même tout ça ? Aucun intérêt. Faisons travailler les autres, faisons travailler les Japonais, ils vont nous donner des voitures et nous on leur donne des chiffres. Faisons travailler les extracteurs, les producteurs de pétrole et ils nous donnent du pétrole et nous on leur donne des chiffres. Parce que de toute façon, ils en ont besoin de nos chiffres pour eux faire tous leurs échanges entre eux. Donc vous allez me dire, oui mais attention, la planche à billets ça fait de l'inflation. Oui mais on s'en fout, c'est pas chez nous. Nous on en crée très peu dans notre pays, aux États-Unis, des dollars pour nous. Ça va, ça tourne un petit peu, tu vois, on en crée un peu, mais on crée des dollars mais pour les autres. Pour acheter des trucs, et ça part à l'extérieur, donc eux ils peuvent se payer de l'inflation, on s'en fout, puis c'est tellement distribué sur le monde entier que ça se voit quasiment pas, l'inflation. Non, à part dans les marchés boursiers, parce que là on en met beaucoup. Donc moi il n'y a pas à tortiller, c'est le coup du siècle quoi. Bon. Alors, au niveau de la tectonique des plaques et de la faille là, qui coupe le monde en deux, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Il y a des mecs quand même qui s'aperçoivent que ça va bien là, le gars là dans son quartier là, il fabrique des faux billets à tire-larigot et puis nous on est obligé de les accepter ces faux billets. Non mais attends, on leur vend tous nos biens, toutes nos entreprises, toute notre énergie et ils nous payent avec des trucs qui leur coûtent rien. Va falloir trouver autre chose les gars. Donc ça vous explique tous les rapports qu'il y a actuellement, toutes les tractations, tous les accords connus et certainement en sous-main, qui visent à construire un système ou des systèmes monétaires indépendants de cette arnaque mondiale. Donc évidemment, le gars qui est dans le quartier d'à côté, vous savez, de l'autre côté de la rue là, qui se fait arnaquer depuis une centaine d'années parce que les autres gars de l'autre côté de la rue, ils font des faux billets. Lui, il a envie que ce soit ses faux billets à lui qui dominent le monde. Et donc, évidemment, il va se débrouiller pour faire des accords avec les autres, pour vendre ses biens et son énergie à lui, parce qu'il produit beaucoup d'énergie aussi. Il va se débrouiller pour faire des accords avec les autres pour qu'ils utilisent ses faux billets à lui. Comme ça, c'est lui qui va pouvoir tout acheter sans rien faire. Alors bon, je vous passe les détails, mais en gros, là, en ce moment, on est dans une lutte entre les deux blocs, entre le bloc
dominé par l'empire du dollar. Bon, faut pas oublier qu'il y a quand même 130 pays qui ont des bases américaines dans le monde. Il y a 700 bases américaines dans le monde. Donc la planète est quand même un peu sous occupation US quand même. Bon, ceci dit, moi j'ai rien contre les Américains. J'adore les États-Unis. J'ai vécu là-bas pendant quelques mois, à une époque. C'est un pays génial, sauvage, magnifique, gigantesque, où les gens sont excellents. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a quand même une petite tripotée de fêlés qui dirigent ce truc-là, quoi. Il y a des mecs dangereux, il n'y a pas à tortiller. Bon, donc voilà, en gros, moi je dis, un État, finalement, c'est une grosse mafia monétaire qui a réussi à mettre la main sur un bloc énorme du quartier. Et puis en face, il y a d'autres mafias qui essayent de se constituer pour essayer de dominer au moins leur quartier, déjà de ne plus se faire emmerder par les gars de la rue d'à côté, et puis pour contrôler leur coin à eux. Voilà. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans ? Mais alors là, rien. Rien, on est des fourmis dans un monde de géants. Non. Ce qu'on peut faire, c'est faire un peu comme ils font eux, c'est essayer de se sortir de ce piège. Voilà, se sortir de ce piège. Alors, là, il va y avoir en 2015, il va y avoir des propositions, il va y avoir des changements. Alors, une des grosses propositions que je vais soutenir vraiment, peut-être avec un mouvement qu'on va créer, on va être nombreux à créer ce mouvement-là, déjà pour la libération monétaire des personnes, pour essayer d'échapper à toutes ces dominations-là, de toutes ces fausses monnaies qui essayent de nous obliger à les utiliser, de nous obliger à payer des impôts avec, de nous obliger à acheter notre énergie avec. Déjà, on va essayer de fonder des mouvements pour se libérer de ça, qui vont nous permettre de nous libérer aussi de la domination sur l'alimentation. J'aimerais bien qu'on ait le droit de manger ce qu'on veut, de cultiver ce qu'on veut, qui est lié aussi à la domination sur nos lieux de résidence, parce que j'aimerais bien aussi qu'on ait le droit d'habiter où on veut, nom de Dieu, et puis je pense que ce qui serait intéressant aussi, c'est qu'on ait le droit de financer ce qu'on veut, ou de ne pas financer ce qu'on n'a pas envie de financer. Et donc là, on est en train de travailler sur des systèmes monétaires qui vont avoir d'une part le respect de l'article 25 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire tout être humain a droit au minimum pour vivre, se loger, s'habiller, se chauffer. Le minimum pour vivre, le seuil de pauvreté. Donc dans les systèmes monétaires qu'on va proposer, il y aura obligatoirement cette équité-là, ce caractère équitable-là, c'est-à-dire que chaque être humain puisse, en réciprocité avec tous les autres, disposer du petit crédit minimum pour avoir un petit logement, pour avoir un manteau sur le dos et pour avoir de quoi survivre dans son assiette tous les jours, le minimum, sachant que selon l'endroit où il habite, c'est pas le même minimum, et donc si on veut avoir une véritable égalité et le droit de choisir sa résidence, ça semble logique que ce minimum pour vivre soit indexé sur l'endroit où on habite et qu'il y ait des taux de conversion pour que chacun soit à égalité par rapport au milieu où il habite. Je vous expliquerai ça en 2015. Et la deuxième caractéristique de ces systèmes monétaires, c'est que chaque citoyen, chaque membre du système puisse disposer d'un crédit qui lui permettent périodiquement, s'il le désire, de participer à des projets communs de financement, de créer une entreprise, de créer une coopérative, de créer une association et d'apporter son savoir-faire, on appelle ça son apport en industrie, ce qu'il sait faire, d'apporter des choses réelles, des biens réels, ou d'apporter du crédit pour financer des choses en commun. Et là, une fois qu'on va avoir compris que, d'une part,
On a chacun sa petite part pour survivre, assurer la reproduction de sa propre force de travail, comme dirait un marxiste, et d'autre part, sa petite part de crédit pour financer ensemble ce qu'on a envie de voir se créer, c'est-à-dire le droit, tout simplement, de choisir notre propre futur et le futur de nos enfants librement. Comme quand on va dans l'isoloir pour élire nos représentants. Là, on va sur son compte, on a son crédit minimum et on décide, en son âme et conscience, en toute connaissance de cause, de ce qu'on a envie de faire ou de ne pas faire. Et ça, c'est la démocratie réelle. C'est la démocratie économique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de représentants pour qui on vote et qui n'ont aucun pouvoir, s'ils n'ont pas le pouvoir de financer ce que nous, on a décidé, ou ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas? Ça ne sert à rien. Le nerf de la guerre, c'est de dire, voilà, je participe, je donne mon pouvoir de création de choses réelles à tel ou à tel projet, en réciprocité avec tout le monde, donc de manière individuelle et universelle, évidemment inconditionnelle. Donc voilà, c'est la banque 2.0. C'est ça qu'on va voir émerger en 2015. Et oui, chacun sa comptabilité personnelle, chacun son droit de vivre et chacun son droit au crédit participatif. Et là, on va voir la société qu'on veut vraiment. On va voir le futur qu'on veut vraiment. Je vous remercie. À la prochaine fois. La prochaine fois, ça sera peut-être la semaine prochaine. Ou si je suis un peu trop fatigué, ça sera peut-être la première semaine de 2015. Gros bisous à tous, à tout bientôt. Ciao, ciao.